j'ai choisi un titre assez ouvert parce que ça m'a permis comme ça de préciser chemin faisant ma pensée en réfléchissant sur le syndicalisme vu souvent comme étant articulé à une discipline dans l'Union seule à même de créer un rapport de force face à la subordination du salarié à laquelle s'identifierait le contrat de travail. Et en ce sens, le syndicalisme est souvent associé à la lutte contre l'individualisme porté par la Révolution française, dans une vision qui réduit l'héritage de celle-ci en matière de travail à l'abolition des corporations et à la criminalisation des coalitions. Certains juristes du XIXe siècle, dans ce sens, ont été amenés également à parler d'un risque de tyrannie syndicale dans l'imposition de conditions de travail qui violeraient le principe d'un libre consentement individuel sous l'effet de l'action de ces entités collectives et réciproquement dans une pratique traditionnelle de mise en interdit qui vise à limiter la baisse des prix du travail par la cartélisation de la main-d'œuvre. C'est encore une discipline qui est requise pour faire pencher la balance du rapport de force dans un sens qui soit plus favorable aux plus démunis. Alors, à certains égards, j'ai voulu faire un pas de côté par rapport à cette dynamique historique que je trouve un peu engoncée dans une assimilation du travail au résultat d'une contrainte exercée par un patron. Et je voudrais aujourd'hui me demander en quoi la liberté syndicale s'inscrit dans un processus qui est enraciné au cœur de la collectivité de travail, en partant de la remise en cause de la subordination corporative au cours de la Révolution. Et pour moi, l'enjeu est alors de saisir la liberté du salarié au-delà et contre l'indépendance de l'artisan, voire du coopérateur, à travers l'assurance que donne la continuité du revenu, la continuité du travail, en suivant à certains égards et pour briller philosophiquement, le discours de la méthode dans lequel Descartes écrit avoir un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions et, pour moi le plus important, marcher avec assurance en cette vie. Et donc, tout en constatant ce combat pour cette liberté cruciale, c'est une histoire du syndicalisme qui va être requise pour en saisir les apports et les infléchissements dans cette dynamique plus générale. Alors, j'aurai un propos qui s'articulera en 4 temps. Le premier temps sera consacré à un combat pour des libertés en dehors du syndicalisme, ou avec un sous-titre d'un article que j'avais publié dans un journal de l'IHS au début était la grève, c'est un peu comment dire biblique. Ensuite, un deuxième temps articulé à la découverte et au déploiement du syndicalisme. Un troisième temps sur l'affirmation du syndicalisme comme puissance sociale à partir du Front populaire. Et enfin, une ouverture sur l'ancrage de la liberté syndicale dans l'entreprise. Alors, premier élément que je voulais aborder, c'est un combat pour des libertés en l'absence de syndicalisme et dans un contexte spécifique qui serait celui de la Révolution française. On peut dire que donc en se plaçant à ce moment, se plaçant au XIXe siècle et sous le contrôle d'historiens et d'historiennes éminentes qui m'impressionnent dans mon propos, la France du XIXe siècle est un pays rural, comme le rappelle par exemple Alain Deverpe qui souligne que 58% des actifs dans le recensement de 1851 se situent dans des activités agricoles et 6% dans ce qui est appelé à l'époque la grande industrie, c'est-à-dire des établissements de plus de 10 personnes. Et cette situation prolonge un XVIIIe siècle marqué par le développement d'une production marchande très dispersée, d'une industrie invisible, comme le dirait Jean-Michel Minovez, mise à l'honneur d'ailleurs dans une exposition Made in France que j'ai visitée avec plaisir. Alors, dans cet univers marqué par la dispersion des activités productives engagées sous l'égide de marchands, la Révolution est marquée par une très forte agitation ouvrière contre les carcans corporatifs qui pèsent sur une aspiration ouvrière à l'indépendance, comme le montre par exemple un historien anglais qui s'appelle Michael Sonnenscheer dans Work and Wages. Et au final, cette agitation ouvrière qui marque le mouvement des sans-culottes conduit à la reconnaissance dans le Code civil de ce que l'on appelle le louage d'ouvrage, qui
qui va devenir la référence des contrats ouvriers avec une ouverture croissante sur la rémunération à la pièce. Et c'est donc ce souci de liberté comme indépendance de l'artisan par rapport à la tutelle corporative du maître, qui s'accompagne également d'une remise en cause de la subordination corporative, que se dégage une liberté nouvelle. Et cette liberté nouvelle, c'est la liberté pour l'ouvrier de quitter le maître sans l'autorisation du maître, ou encore le commanditaire de l'ouvrage. C'est une liberté de quitter fondamentale qui se trouve reconnue avec le louage d'ouvrage et donc qui s'expérimente dans la première moitié du XIXe siècle, où l'on commence à parler de grève pour désigner cette situation d'ouvriers qui, mécontents de leurs conditions de travail, quittent le maître pour se retrouver en place de grève. Donc on a une dynamique continue de grève, d'agitation, de cabale, qui prolonge d'ailleurs toute une tradition antérieure, que les historiens modernistes, voire médiévistes, pourraient confirmer, et que documentent des volumes de l'Office du travail, grand organisme oublié, qui sont publiés à la fin des 19e et 20e siècles, en montrant la permanence d'une activité ouvrière importante et d'une activité d'organisation qui est importante sur le plan des secours mutuels, des sociétés coopératives et puis des grèves. Alors, par exemple, on arrive dans ce contexte-là, dans le domaine de la construction, je cite un exemple, à ce que l'on appelle le tarif Collin pour les menuisiers, qui est établi à Paris en 1838 et qui fixe un prix des ouvrages pour ces derniers. Dans le textile, on a l'exemple absolument fameux et incontournable que Yves Montand a longuement illustré, qui est celui des canuts, et dont la revendication fondamentale du tarif, qui prolonge des révoltes antérieures à la Révolution française, aboutit à deux soulèvements insurrectionnels en 1831 et 1834. Et il faut souligner que ces situations d'insurrection des canuts accompagnent également une réflexion forte de cette corporation, de ce métier, autour d'une activité associative qui est importante et qui associe la revendication de meilleures rémunérations à des formations aux nouvelles technologies, à l'époque, les métiers jacquards, et à des formations en matière de dessin, d'esthétique, pour arriver à des créations de tissus qui soient relativement originaux. Donc, dans ce monde ouvrier, ce droit de quitter, à mon avis, est un élément fondamental pour expliquer une capacité reconnue de revendiquer des tarifs meilleurs pour les ouvrages. Mais dans ce monde ouvrier, il faut noter aussi cette pratique du marchandage qui désigne juridiquement un enseignement un enchaînement de louage d'ouvrages que la révolution ouvrière, et je tiens à le dire aussi, de 1848 comme apprentissage d'une république sociale, introduit donc avec une interdiction du marchandage par le décret du 2 mars pris par la Commission du Luxembourg sous l'égide de Louis Blanc et de l'ouvrier Albert, je crois. Voilà. Alors, finalement, les marchandeurs, c'est-à-dire ces chefs d'atelier ou qui engagent d'autres ouvriers qui font eux-mêmes travailler leur famille, on pense aux Maheu par exemple dans les mines, sont progressivement mis à l'écart, et notamment mis à l'écart dans ces premières organisations que l'on peut qualifier vaguement de syndicales qui accompagnent l'élection des conseils de prud'hommes, et notamment au terme de la réforme de 1848, qui remet en cause une représentation prud'homale fondée sur les chefs d'atelier et les négociants, pour arriver à une représentation prud'homale fondée sur les ouvriers et les patrons. Et donc là, on a une rupture importante, et une rupture importante qui se traduit aussi dans la recherche, dans le corps électoral des ouvriers et dans la recherche de candidats, qui se traduit par une mise à l'écart de ces chefs d'atelier, de ces marchandeurs, comme étant des crypto-patrons. Voilà. Alors, cette dynamique
elle s'accompagne d'une indépendance conquise avec le louage d'ouvrage, mais d'une indépendance qui conduit à une liberté qui est réservée aux chefs de famille, et je me permets de le dire ici pour parler de genre, chef de famille qui, au terme du Code civil, est libre d'imposer à femmes et enfants la réalisation de l'ouvrage en embauchant à son tour d'autres ouvriers. Et ce phénomène du marchandage, qui est interdit par 1848, il perdure et il est général, comme le souligne Marx dans son chapitre sur le salaire à la pièce, en écrivant « Le salaire à la pièce permet aux capitalistes de conclure avec l'ouvrier principal dans la manufacture, le chef de groupe dans les mines, avec l'ouvrier principal dans la manufacture, avec le chef de groupe, dans les mines avec le haveur, donc le Maheu, dans la fabrique avec l'ouvrier mécanicien proprement dit, un contrat à tant la pièce, à un prix pour lequel l'ouvrier principal se charge lui-même de recruter et de payer ses auxiliaires. » Et Marx de conclure avec une phrase sibylline et qui en interrogerait de nombreux, notamment qui ont une vision un peu convenue de Marx, de conclure « L'exploitation des travailleurs par le capital se réalise ici au moyen de l'exploitation du travailleur par le travailleur. » Bon, ce qui pose question. Mais c'est pas mal de trouver des questions dans Marx, alors, plutôt que des certitudes. Alors, dans le même temps, cette critique et ce rejet croissant du marchandage dans la vie sociale s'accompagnent d'une pression des premières grandes entreprises du XIXe siècle que symbolisent les compagnies de chemin de fer. Cette pression, elle se manifeste par le renvoi des travailleurs en visant d'abord ceux qui pétitionnent pour obtenir des augmentations de salaire tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les années, disons, 1850-1870, et donc dans un univers qui est radicalement nouveau, marqué par cette nouvelle technologie que constitue le chemin de fer, des savoir-faire qui sont en rupture avec les métiers traditionnels et dans des ensembles qui rassemblent des personnels allant de l'ingénieur au mécanicien, au conducteur, au cheminot, etc. Et donc cet univers qui s'ébranle à partir de 1870, dans les débuts de la République, eh bien cet univers est le creuset d'une réflexion sur une redéfinition d'une référence applicable à cet ensemble de rapports que l'on peut qualifier de rapports de travail et qui ne se limite pas à des louages d'ouvrages et à des rapports ouvriers, en intégrant des personnels employés, des ingénieurs, etc. Et c'est dans ce creuset que se dégage une catégorie nouvelle qui n'est pas présente dans le Code civil, même si elle est présente dans le droit romain, qui est cette catégorie de louage de service fait sans détermination de durée, qui va devenir le cœur d'une loi importante du 27 décembre 1890, qui est une loi sur la rupture du louage de service fait sans détermination de durée, à laquelle se rajoutent d'ailleurs des dispositions sur les caisses de retraite mises en place par ces compagnies de chemin de fer. Donc ce qui me paraît important ici, c'est que cette loi, outre des droits d'action en justice qu'elle confère à ceux qui seront licenciés dans le cadre d'un louage de service fait sans détermination de durée, introduit aussi l'idée d'une généralité de ce louage de service fait sans détermination de durée à l'ensemble des rapports de travail rémunérés au-delà des seuls ouvriers, en intégrant les chauffeurs de taxi, les journalistes, les comédiens, les médecins, etc. Donc on a un équivalent fonctionnel, un équivalent sémantique de ce que l'on va appeler ensuite le contrat de travail qui émerge à ce moment-là et qui tente à homogénéiser l'ensemble des travailleurs rémunérés autour d'un contrat qui les rapporte à une même définition juridique, avec deux conséquences, deux dimensions qui me paraissent importantes par rapport à cela. La première, c'est une individualisation des activités productives à travers des contrats qui lient des travailleurs individuels, que l'on va dire de plus en plus salariés, à des employeurs. Et la seconde est le dépassement des seuls détenteurs d'un métier ouvrier pour circonscrire plus largement le personnel de ceux qui sont liés à un même employeur pour travailler ensemble. Et donc cette dynamique de salarisation s'accompagne alors d'avancées importantes en matière de liberté individuelle, par exemple au regard de la domination du mari sur la femme et sur les enfants,
alors avec l'interdiction par exemple du travail de nuit des femmes et des enfants, mais aussi avec cette loi du 13 juillet 1907 sur la libre disposition du salaire de la femme mariée qui, dans le prolongement de ces débats sur le droit du travail, le code du travail, le contrat de travail, reconnaît une forme d'émancipation à la femme à l'égard de la tutelle maritale dans laquelle la plonge le mariage. De la même façon, la réforme des conseils de prud'homme en 1907, même année, se traduit par une ouverture des prud'hommes aux employés d'une part et une reconnaissance des femmes salariées dans le corps électoral d'élection des conseillers prud'hommes sans que le Sénat ne consente, et contre l'avis donc de Jaurès et de mademoiselle Bonnevial qui l'assiste dans les débats dans d'autres enceintes, à reconnaître l'éligibilité des femmes au conseil de prud'homme au terme de cette réforme importante. Voilà. Alors dans ce contexte-là, je voudrais en venir maintenant à la dynamique collective qui peut se faire jour. Et ce qui se fait jour en premier lieu, me semble-t-il, c'est ce que l'on appelle une procédure d'arbitrage et de conciliation qui se met en place par une loi du 29 décembre 1892 et qui prolonge des formes d'intervention des hommes et plutôt des hommes d'ailleurs que des femmes politiques dans le contexte des grèves bien documenté par Michel Perrault par exemple dans Les ouvriers en grève. Et donc dans lequel on voit des gens comme Jaurès, Groussier, Millerand, voire Clémenceau faire leurs armes politiques dans des tours de France remarquables et qui aboutit donc à une procédure par laquelle dans les grèves des personnalités politiques mais plutôt des juges de paix pourront appeler les représentants de comités de grève issus d'assemblées générales de grévistes à une négociation avec les employeurs visés par la grève. Et dans ce cadre-là, cette institution qui s'adapte parfaitement bien à des formes d'industrie dispersée, tout autant qu'à des entreprises de services publics structurés, comme par exemple la Compagnie Générale des Omnibus de Paris, cette institution, elle place le syndicat en situation seconde par rapport à l'Assemblée des grévistes, par rapport au comité des grévistes, et la jurisprudence d'ailleurs en tiendra compte en écartant un syndicat qui plaide pour l'exécution d'un accord de fin de grève en 1893 au motif qu'il n'est pas recevable dans son action n'ayant pas signé le procès-verbal de conciliation, alors que ce procès-verbal a été signé par les membres du syndicat mais pas escalité de dirigeants de syndicat. Alors donc ça m'amène à la découverte et au déploiement du syndicalisme dans un deuxième temps. Cette découverte et ce déploiement du syndicalisme, elle s'inscrit dans le cadre de cette loi qui est en fait un des fleurons de la République républicaine en 1884, année également de la loi sur le divorce et quelques années après la loi sur la liberté de la presse de 1881 et les lois scolaires. Donc cette loi du 21 mars 1884 qui introduit aussi, qui consacre une liberté d'association qui ne se limite pas aux ouvriers et aux patrons, mais qui introduit dans son article 6 un droit d'esté en justice pour la défense d'intérêts matériels et moraux de la profession par les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. Alors si les syndicats voient le jour et prennent une part active à l'animation des grèves, donc ils ne sont pas reconnus comme tels ou rarement dans les procès-verbaux de conciliation et il faudra en un sens attendre cette loi du 12 mars 1920 pour que la pleine capacité d'action en justice des syndicats soit reconnue pour la défense des intérêts matériels et moraux de la profession et intervenir y compris en substitution de l'action des salariés. Cela dit, cette loi de 1884 ouvre la voie à un apprentissage de la liberté d'association. Et elle s'accompagne aussi avec le passage d'Alexandre Millerand, premier socialiste accédé à un poste ministériel au ministère du Commerce et de l'Industrie, d'une diffusion de l'activité associative et syndicale dans les organisations, dans les services de l'État et dans les services publics comme les arsenaux ou les chemins de fer et les PTT. Donc
une situation d'apprentissage qui se croise avec un autre élément, un autre fait important à mes yeux, qui est ce que j'appellerais une systématisation, une rationalisation du fait syndical avec la création d'une confédération générale du travail. Alors je stylise énormément et on m'en vaudra, mais j'y vais quand même. Donc création d'une confédération générale du travail en 1895 qui, à ma lecture de cette histoire, conduit à penser que cette confédération prend véritablement son envol au début du XXe siècle, à partir de 1901-1902, et avec l'adoption de ce blason fameux sur lequel David m'a alerté, qui croise à la fois des mains qui se serrent, et donc une expression de solidarité, et pas simplement de combat, et par ailleurs qui introduit deux éléments forts, bien-être et liberté. Et donc on voit qu'on a une vision générale à travers cette confédération qui s'introduit et qui permet de porter des valeurs, et puis par ailleurs je dirais que dans cette innovation institutionnelle il y a la confédération et puis il y a le travail qui intervient, c'est-à-dire qu'on n'a pas une confédération générale des ouvriers, on n'a pas une confédération générale des métiers, on a une confédération générale du travail. Et donc je crois que là c'est un acte qui est fort, et c'est un acte qui est fort et qui prend peut-être, alors qu'il s'inscrit dans la vie politique, on le sait à travers le 1er mai 1906, la revendication de la journée de 8 heures, tout un ensemble d'activités. On peut citer aussi, et je le dis ici pour ces représentants du syndicalisme de la Poste, si crucial pour le mouvement ouvrier, la grève des PTT de 1909, qui a été un creuset dans la vie sociale française, et peut-être aussi pour le statut des fonctionnaires, ce que l'on oublie trop, ou celle des chemins de fer en 1910, et puis à partir du congrès d'Amiens, on peut aussi évoquer la réorganisation des fédérations qui s'engagent sous l'impulsion de la Confédération, en organisant le passage de fédérations de métiers à des fédérations d'industrie, et on pourrait dire de ce point de vue-là peut-être de branches, l'industrie et la branche ayant un caractère synonyme relativement marqué. Alors, dans ce cadre, et pour aller très vite, car le temps nous est naturellement compté, eh bien, cette période conquérante, elle se conclut avec la guerre, mais il ne faut pas négliger l'importance de la guerre dans le développement d'une expérience syndicale nouvelle, à travers la mise en œuvre de ce que l'on appelle les décrets Millerand dans les marchés publics, qui introduisent une détermination collective des salaires, et puis la recherche de salaires qui permettent aux ménages de vivre malgré une forte augmentation des prix, l'institution de délégués d'ateliers dans les usines d'armement sous l'impulsion du secrétaire d'État à l'armement Albert Thomas, l'institution de commissions mixtes comme la commission de fixation des salaires de la Seine présidée par le sénateur Paul Strauss, et puis une féminisation de la main-d'œuvre qui s'accompagne de flux d'ouvriers hommes entre le front et les usines, avec la recherche désespérée de spécialistes, les spécialistes de l'armement que le général de Gaulle appelait à Londres en son temps, et qui vont conduire à une classification du personnel entre d'un côté des ouvriers qu'on a rapatriés de manière erronée, qui sont des manœuvres et qui seront renvoyés au front, des ouvriers qu'on a rapatriés à juste titre, qu'on va qualifier d'ouvriers qualifiés, et puis des ouvriers qui se sont adaptés sur les machines et qu'on va appeler spécialisés, car ils se sont rapprochés de l'idéal que représente le spécialiste dans la métallurgie au cœur de la production d'armement. Voilà. Donc on a une expérience là qui voisine ce que l'on appelle, ou ce que l'on commence à appeler à l'époque le contrôle ouvrier, et qui je ne sais pas quoi, qui alimentera une pratique théorisée par Gérard de Hooft tout au long de l'entre-deux-guerres. Bon, alors c'est une expérience qui irrigue aussi une réflexion sur la participation des salariés à la gestion des entreprises que l'on retrouve au sein du Conseil supérieur du travail dans les années 1920. Alors, j'en arrive maintenant, dans un troisième temps, à l'affirmation du syndicalisme comme une puissance sociale à partir du Front populaire. Et je dirais que cette affirmation, eh bien, elle s'inscrit
dans une période peut-être de creux pour le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, mais également dans une période qui a été riche. C'est-à-dire que les années 20, ça a été une période de scission, une période de division, une période de grèves qui ont baissé à la fin et une période de législation intense avec des législations fortes dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine des assurances sociales, etc. Et alors, dans ce contexte-là, eh bien, la crise des années 30 s'accompagne d'une nouvelle conjoncture et elle marque tout à la fois une crise et un redéploiement des organisations syndicales avec des effets non négligeables du côté des organisations communistes et notamment de ce que l'on appelle la CGT-U communautaire. Et c'est un moment qui se caractérise par l'effondrement de la stratégie classe contre classe qui a été promue par le groupe Barbet-Sellor que Maurice Thorez va déloger et un affaiblissement énorme de l'organisation et dans le même temps une réflexion sur une stratégie plus ouverte qui se traduit par exemple au comité central du Parti communiste par une réflexion sur un devoir d'enquête dans la défense, je cite Benoît Frachon, des intérêts quotidiens des masses ouvrières et paysannes contre la réduction des salaires, pour les assurances sociales, pour les secours immédiats aux chômeurs, contre le fardeau des impôts, etc. Donc on a un souci de ce bien-être qui est affirmé en 1902 et qui se retrouve dans cette démarche et qui se traduit par un regard critique sur ce qu'on pourrait appeler des grèves commando, c'est-à-dire des grèves dans lesquelles les organisateurs ont le succès d'avoir un grand nombre de grévistes, comme en 1934 chez Citroën, avec plus de 5000 grévistes, mais avec comme conséquence que ces 5000 grévistes sont renvoyés par Citroën et réengagés aux conditions antérieures à la grève. Et donc là, dans le même comité central, un comité central suivant, Frachon s'interroge, il dit à quoi bon? Enfin, il y a là un véritable enjeu sur lequel un théoricien des relations internationales s'était penché, qui s'appelle Bertrand Badi, sur la stratégie de la grève et sur le besoin de s'implanter durablement pour arriver à ancrer des conditions de travail meilleures pour les travailleuses et les travailleurs. Dans cette dynamique, eh bien, c'est autour des industries d'armement que commence un ancrage du syndicalisme dans un contexte de réunification des forces progressistes face à la menace que le 6 février 1934 a fait apparaître. Et donc on a dans ce contexte-là le souci de mener des actions unitaires dont la grève des forges de la marine et Homécourt à Saint-Chamond sera un symbole d'une grève qui, autour desquelles se rejoignent syndicalistes unitaires, syndicalistes chrétiens, en obtenant un accord collectif qui deviendra le symbole d'une première défaite du comité des forges et qui permettra d'ouvrir la voie à des grèves avec occupation d'usines, donnant lieu à ce que l'on a vu au moment de l'élection d'une majorité de Front Populaire avec l'émergence d'une convention de branche. Alors, dans ce contexte, il y a peut-être deux points sur lesquels je voudrais insister rapidement pour conclure mon propos, que je sais malheureusement trop long, mais c'est la richesse du truc, je n'arrive pas à m'en dépêtrer. C'est en premier lieu eh bien, cette reconfiguration des qualifications salariales qu'apporte le Front Populaire à travers les grilles de classification des conventions de branche et les catégories Parodi-Croizat qui se systématisent à la Libération, qui vont devenir un élément important et pour organiser, disons, une stabilité salariale et une progression des carrières. Et puis le deuxième point important sur lequel je voulais insister, c'est l'organisation de la sécurité sociale qui va mobiliser
le syndicalisme cégétiste à la Libération, dans un contexte où ce point très important du programme du CNR, eh bien, il est soutenu par l'ensemble des forces politiques, par la CGT, mais pas par la CFDC, qui voit une menace sur les solidarités familiales. Et dans cette dynamique, eh bien, l'énergie de Croizat liée à l'investissement des militants CGT sera essentielle pour faire passer dans la vie sociale et à l'existence une organisation de la sécurité sociale et répondre à cette phrase que je voulais citer parce que je la trouve extrêmement importante pour notre propos et qui est la suivante dans le discours du 8 août 1946 que prononce Croizat: nul ne saurait ignorer que l'un des facteurs essentiels du problème social en France, comme dans presque tous les pays du monde, se trouve dans ce complexe d'infériorité que crée chez le travailleur le sentiment de son insécurité, l'incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail. Le problème qui se pose aujourd'hui aux hommes qui veulent apporter une solution durable au problème social et de faire disparaître cette insécurité, il est de garantir à tous les éléments de la population, qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. C'est ainsi seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité, dans toute la mesure du possible avec le régime social en vigueur. Et je crois que là, on a une dimension très forte de la liberté qui se présente, une dimension forte de la liberté entendue comme une capacité de se projeter dans l'avenir, une capacité de se développer, une capacité de s'émanciper que par exemple Pierre Bourdieu dans Algérie 60 retrouvait à travers la situation du salariat dans une Algérie en guerre, alors plaidant d'ailleurs pour y voir une classe révolutionnaire à l'encontre d'un Frantz Fanon plutôt tourné vers la paysannerie et dans lequel Bourdieu voyait à travers cette régularité du travail et du salaire, eh bien, les bases d'une capacité de se projeter, d'un habitus économique par laquelle il devient possible de mener librement son existence, mais aussi d'imaginer, de prendre conscience d'un dépassement éventuel de la société capitaliste. Voilà. Je vous remercie et j'ai l'insatisfaction de ne pas avoir pu parler pleinement de la liberté syndicale, mais je le laisserai à d'autres ou à d'autres moments pour le faire. Merci encore. Merci.